Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et tous que je n'ai pas encore vus et qu'on n'aurait pas eu l'occasion de saluer. J'espère que pour ceux qui êtes là depuis ce matin, vous passez une bonne journée, une agréable, cela vous nourrit, que cela permet de contribuer à vos réflexions, que vous avez passé de bons échanges, de belles rencontres. C'est aussi l'objectif de ce moment. On va partir sur une table ronde pour mettre en avant aussi les structures engagées de notre territoire. On a fait une table ronde sur les questions d'orientation, de formation. Dans l'ADN de cette journée, il y a aussi cette volonté de mettre en lumière et de faire connaître des acteurs et des actrices du territoire, en fait, qui font des choses top et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est un peu l'ADN de cette table ronde-là et j'ai la chance d'être bien accompagné parce que vous voyez, on est nombreux sur scène. Donc on a 1h30 ensemble. Sur cette heure et demie, on va prendre à peu près 1 heure pour vous partager certains éléments et puis on se gardera un long temps de questions-réponses à la fin. Surtout, n'hésitez pas à noter au fur et à mesure les questions, les interrogations, les sujets qui grattent, qui peuvent être évoqués aussi par nos intervenants et intervenantes. C'est le sujet qu'on puisse partager de manière assez libre après. Et du coup, pour ouvrir ce tour de présentation, j'ai envie de te passer la parole, Alex, parce qu'en tant que co-organisateur avec l'Île des Possibles au niveau de l'agence, qui es-tu et qui est l'Agence de développement et des transitions ? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. On est très heureux effectivement d'être partenaire de cette journée. Alors donc moi Alex Larue, j'ai l'honneur de présider l'Agence de développement des transitions du bassin de vie de Montpellier. Pour présenter, j'ai combien de temps? Ça va? 3 minutes. Ah, 3 minutes. 3-4 minutes. Il faut faire speed alors. En fait, l'histoire de cette agence elle est assez simple. Michael Delafosse, quand il a été élu, est parti du constat que la métropole de Montpellier était la seule métropole de France qui n'avait pas une agence de développement économique. D'accord. On est la 7e ville de France, comme vous le savez. On est une métropole assez importante, mais il manquait cet outil. Donc, on nous a demandé de réfléchir, notamment avec Philippe Boulet, qui est dans la salle, qui était en charge du développement économique à la métropole de Montpellier, sur cette agence de développement économique. Et très vite, on s'est dit qu'en fait, il fallait que cette agence, elle sorte un peu des clous et qu'elle soit adaptée à la dynamique du territoire et surtout aux défis de notre époque. Donc, on a décidé de se lancer, je fais ça assez court, mais dans une agence en fait qui est de développement économique, mais très orientée sur les transitions. Transition avec un S, hein, transition écologique et économique. RH, on en parlait à l'instant tout à l'heure rapidement. Et donc, voilà, on a créé cet outil et c'est la première agence de développement économique de France sur ce positionnement. Et sa deuxième particularité, c'est qu'on a voulu l'ouvrir, d'ailleurs je parlais au bassin de vie. On n'est pas seulement l'agence de la métropole de Montpellier. Vous voyez, les métropoles de Montpellier, c'est 31 communes, 500 000 habitants. On a un peu poussé les murs. Et là, maintenant, on couvre 1 million de personnes. Et on va jusqu'à Agde de Sète, on remonte à Lodève, Pic-Saint-Loup, Lunel, Pays de l'Or. Je ne vais pas dans le détail exactement de toutes les composantes du territoire. Et l'idée, c'est de dire tous ces territoires sont confrontés directement ou via leurs acteurs économiques de toute taille à des sujets de transition. Donc on a décidé de les accompagner via les coopérations. Je suis très heureux parce que Fabienne est la première vice-présidente de l'agence aussi, donc elle est là à double casquette sur le numérique responsable, et on en parlera tout à l'heure plus précisément, mais l'idée c'est de dire que la trajectoire des transitions, elle est indispensable à la vie d'une entreprise et en plus, elle n'est pas antinomique avec l'économie. L'économie se fera via les transitions. Ce n'est pas un gadget de plus, ce n'est pas une lubie de certains, c'est vraiment une volonté assumée de faire du développement économique, certes durable et cohérent, mais dans une optique des transitions. Voilà, en substance. C'est génial, c'est parfait. Et tu as commencé en plus à me faire la transition pour aller vers Fabienne, en effet. Donc Fabienne, je vais te laisser te présenter en tant que notamment coprésidente d'ISIA, mais tu es en effet aussi première vice-présidente de l'Agence de développement et des transitions. Ta casquette ISIA, alors dis-nous, ISIA Kezako, qui es-tu un petit peu ? C'est mieux comme ça. Oui, le groupe ISIA, c'est une société de services qui travaille dans le numérique. Alors, tu as dit le terme de numérique responsable. C'est quelque chose qu'on a mis au cœur de nos pratiques depuis quelques années maintenant. Nous, notre métier, c'est d'accompagner d'autres organisations. Vous le savez, le numérique, on n'en parle plus parce que c'est vraiment l'outil sur lequel repose énormément de processus dans les entreprises depuis très longtemps. Pour autant, se poser les questions de comment bien s'outiller toujours actuellement sur le sujet numérique, c'est une question au quotidien dans les organisations. Donc nous, on va les accompagner à la fois à se poser les questions en amont de
quel outillage numérique, quelle feuille de route autour du numérique, jusqu'à potentiellement la réalisation d'outils sur mesure pour répondre à leurs besoins. On est sur une approche vraiment du nécessaire et suffisant. En fait, derrière cette notion de numérique responsable, c'est un numérique juste et responsable. Donc, c'est utiliser l'outil numérique comme une ressource rare, parce que derrière l'outil et derrière toutes ces technologies, en fait, il y a des réalités de ressources pour lesquelles on va connaître des pénuries. Donc, on est face à cette réalité et donc nous, notre parti pris, c'est d'accompagner vraiment les entreprises à se poser des questions en amont pour s'outiller de façon raisonnable, raisonnée, mais pour soutenir leur propre développement économique. Donc, on accompagne finalement dans la durée, parce qu'une fois qu'on se pose ces questions-là, souvent, on va être sur une approche nécessaire et suffisante, donc petit à petit, pas après pas. Mais il se trouve que finalement, on accompagne les entreprises très longtemps. On travaille avec des entreprises depuis 28 ans aujourd'hui. Donc, on est vraiment un partenaire et on les accompagne sur toute la chaîne de valeur en fonction de leur propre évolution. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises, elles emploient le terme de transformation numérique, puisqu'elles essayent de plus en plus de remettre le numérique avec un angle plus pertinent, que ce soit sur des questions de sobriété, sur des questions de souveraineté, sur des questions de sécurité, et même sur la question de l'éthique, avec l'IA qui arrive à fond aujourd'hui dans les organisations. Donc voilà, nous, c'est sur toute cette évolution-là qu'on accompagne nos clients. Donc on a des experts, on a des chefs de projet, on a des développeurs avec plusieurs expertises. Particularité aussi, on a fait le choix il y a des années d'intégrer les techniques collaboratives, l'intelligence collective, idem au cœur de notre fonctionnement d'entreprise. Et ça, c'est un petit peu l'outil secret, parce que quand on accompagne nos clients, en fait, on s'aperçoit que très très souvent, ça touche aux organisations humaines, ça touche quelquefois des transformations d'organisation. Et donc là, on va pouvoir avoir tout un tas de leviers sur lesquels on met le chapeau d'accompagnement du changement. Et c'est finalement dans nos approches du numérique, il y a tous ces ingrédients d'accompagnement du changement qui viennent teinter nos approches. On a de fait des experts aussi en accompagnement du changement, des facilitateurs. C'est des métiers qu'on n'avait pas forcément avant dans des entreprises du numérique. Et donc voilà un petit peu pour quelques lignes sur ce qu'on fait. Alors merci, tu me fais bien aussi la transition. Peut-être juste quelques chiffres. Combien de salariés, Isia, vous êtes basé où un petit peu pour que les gens sachent. Oui, donc en fait, Isia, le siège social, c'est Saint-Mathieu-de-Tréviers, au pied du Pic Saint-Loup. Et donc après, très en proximité avec la métropole, notamment notre engagement auprès de l'Agence des transitions. Moi, j'ai beaucoup de chance de représenter le collège entreprise aux côtés d'Alex, de Philippe et de toute l'équipe. Et on croit très fort dans cette démarche. Et on est une centaine de collaborateurs, mais pas seulement à Saint-Mathieu. On a aussi un site à Paris, à Nantes et à Lyon. Merci. Et on a 28 ans. Ouais. Non, l'année prochaine, on a 30 ans. Oh. Ça arrive. C'est ça, grosse fête en perspective. Tu abordais les questions organisationnelles, intelligence collective, etc. J'ai envie de passer la parole à Martin, du coup, à mes côtés. Martin, déjà, on voit que sur l'intitulé Cercle Communication, donc on reviendra sur ces questions-là aussi d'intitulé un peu par la suite. Mais tu représentes aujourd'hui Arcadie. Arcadie, pareil, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Dis-nous qui vous êtes un petit peu. Ouais. Donc j'ai l'honneur de représenter Arcadie aujourd'hui. Alors moi, c'est vrai que je suis chargé de communication et en même temps chargé de communication mutant parce qu'à la base, je suis biologiste des écosystèmes et j'ai passé 15 ans à travailler dans la conservation de la nature. Et j'ai rencontré les dirigeants d'Arcadie dans une école alternative dans laquelle je collaborais en tant que parent avec eux. Voilà. Et donc Arcadie, c'est une entreprise qui est basée dans le Gard, juste à côté d'Alès, et qui importe, conditionne et distribue des épices et des infusions bio. Voilà. Les marques, c'est Cook pour les épices bio. C'est quasiment pas possible d'y échapper si vous allez dans un magasin bio. Et les infusions, c'est anciennement l'herbier de France avec des beaux sachets Kraft. Donc l'histoire de cette entreprise, en fait, dès le début, le micro, il a des faiblesses ou c'est moi? Dès le début, elle est singulière. Ok, ça va. Parce que c'est une entreprise qui a été créée par des gens qui ne voulaient pas créer une entreprise. En fait, ce couple fondateur, au départ,
ils ont quitté leurs hautes études, c'était dans la mouvance post-70, ils ont quitté leurs hautes études pour aller dans des communautés rurales, et ensuite ils sont carrément installés agriculteurs à produire des plantes aromatiques et médicinales en bio. Ils étaient parmi les premiers, pas les premiers, mais parmi les premiers, il n'y avait même pas encore de cahier des charges de l'agriculture bio. Ils ont créé une coopérative, ça c'était dans l'Aude, ils ont créé une coopérative de producteurs, ils n'arrivaient pas à s'en sortir en fait. Et puis finalement, ils étaient déjà en lien avec tout le milieu des débuts des magasins bio, des entreprises bio. Et des gens d'autres entreprises leur ont proposé de passer dans l'entrepreneuriat et leur ont donné l'idée de faire des épices parce qu'il n'y avait pas d'épices bio proposées par une entreprise française à l'époque. Donc voilà, en 1990, ils se sont lancés, ils ont lancé cette marque d'épices. Et ça a été encore très difficile économiquement pendant une dizaine d'années. Et puis ça a décollé et ça a suivi le développement des magasins bio. Aujourd'hui, on est 100 salariés et on est quasiment présent donc, dans tous les magasins bio. Les fondateurs ont passé la main à leurs enfants qui ont rajouté des couches d'exigence au fur et à mesure. Parmi celles-ci, basculées en gouvernance partagée, en holacratie en 2017. Ensuite, on a créé ce projet pour transporter nos épices à la voile qui est devenu un projet de coopérative maritime, la première coopérative maritime avec là aujourd'hui plus de 1600 sociétaires. Et dans les derniers projets, là, on envisage de passer sous une forme coopérative, alors qu'aujourd'hui, on est encore en SA. Alors que tout va bien, qu'on a des super résultats économiques. C'est pas souvent qu'une entreprise prend ce genre de décision. Le plus souvent, c'est quand elle va pas bien, que les salariés rachètent l'entreprise. Et voilà. Donc, en gros, c'est un plaisir d'œuvrer dans cette entreprise-là, j'en reparlerai après, je pense, un taux d'engagement des salariés qui est énorme et qui fait que augmenter au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup, Martin. Et du coup, j'ai envie de basculer avec Simon parce que ça me fait aussi des échos quand j'entends gouvernance partagée, potentiellement modèle coopératif. Simon, donc tu es le directeur d'Enercop Languedoc-Roussillon. Alors, Enercop, peut-être que tout le monde connaît, ou peut-être pas. Qui êtes-vous, Enercop, un petit peu? Qui sommes-nous? C'est métaphysique un peu cet après-midi. Non, on va rester. Voilà, j'aurais peut-être besoin d'une psychothérapie à ce sujet. Ouais. Qui sommes-nous? C'est dur d'avoir une seule réponse parce qu'on fait beaucoup de choses. On est connu principalement comme étant fournisseur d'électricité. C'est ce qu'on est depuis 2005. On est les petits derniers de l'ouverture du marché, puisque depuis, tous les autres ont été revendus, rachetés, liquidés, soldés, enfin ce qu'on veut. Donc on est très fiers de ça. Voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on fournit une électricité renouvelable issue d'aujourd'hui plus de 530 producteurs un peu partout en France qui approvisionnent en gros 105 000 compteurs partout en France. On est organisé de manière un peu bizarre. Enfin, c'est pas vraiment bizarre, c'est surtout logique vis-à-vis de ce que sont les énergies renouvelables. Ce sont des énergies qui sont attachées à leur territoire, là où elles sont produites. Donc on a créé d'abord une structure nationale parce qu'un fournisseur à l'échelle locale, économiquement, ça ne tient pas. Et puis le marché de l'électricité est géré à l'échelle nationale, donc c'est pour ça qu'on a une coopérative nationale. Et puis on a aujourd'hui 10 coopératives régionales. Donc moi je me suis occupé de la création de celle sur le Languedoc-Roussillon, ce vestige de l'ancien temps où l'Occitanie n'existait pas encore dans sa forme actuelle. Et donc on a aujourd'hui une coopérative locale, alors on dit locale, mais moi je préfère régionale, qui traite différents sujets, notamment développer des nouveaux outils de production dans lesquels les citoyens et les collectivités vont pouvoir être copropriétaires, pour parler simplement, co-décideurs, pour parler un peu plus réalistement. On est aussi un bureau d'études, essentiellement photovoltaïque, qui va permettre à des collectivités, des clients pros, de s'équiper en photovoltaïque dans les meilleures conditions, depuis j'ai envie de faire quelque chose jusqu'à ça marche. Parce que voilà, le problème des bureaux d'études, c'est souvent ça produit des études, ça ne produit pas du courant, c'est un peu regrettable, alors que la finalité, c'est quand même la transition énergétique, c'est de produire des électrons, quoi. Enfin, en tous les cas, sur le secteur de l'électricité, il y a d'autres sujets aussi énergétiques. Voilà, et puis aussi, on est organisme de formation, parce que il faut des gens pour bosser quand même dans tout ça. Je suppose que vous êtes là aussi un peu pour ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir promouvoir, développer les compétences sur ces sujets de transition énergétique et aussi de coopération. Parce que ce qu'on a pu constater, c'est que si on ne met pas un peu de territoire de coopération dans ces sujets de production énergétique, on va
très certainement reproduire les erreurs du passé, à vouloir massifier et faire des choses un peu trop grandes pour des questions de performance économique. On en oublie un peu parfois la robustesse et la performance environnementale. Voilà, donc il y a un curseur quelque part à placer entre les deux, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le plus de justesse possible dans nos pratiques quotidiennes. Alors maintenant que j'ai dit ça, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est des débats sans fin, mais pour le faire, on est obligé de demander l'avis de ceux qui consomment l'électricité d'un côté, de ceux qui produisent de l'autre, de ceux qui régulent le milieu, de ceux chez qui on s'installe les collectivités. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce fameux statut de coopérative d'intérêt collectif qui permet justement ça, d'avoir l'ensemble des acteurs autour d'une même table. Et je pense que c'est vraiment aussi un modèle d'avenir pour les projets de territoire ou les projets de filière. Voilà, en tous les cas, c'est un statut qui existe depuis 25 ans et qui, moi, me passionne et qui m'a même porté jusqu'à devenir administrateur de l'Union régionale des coopératives et que je représente d'ailleurs au sein de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est un peu attaquée en ce moment par un gouvernement qui n'a pas trop compris ce qu'on faisait visiblement, mais c'est pas grave. Voilà, on essaie de simplement appliquer l'écologie à l'économie, ce qui est un concept déjà écologique qu'on ne comprenne pas trop. Économie, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment non plus, mais bon, c'est un point de vue personnel. Donc nous, dans ça, en fait, pour vous donner un peu de concret dans cette histoire qui dure depuis 15 ans à Montpellier, on a, il y a 10 ans, travaillé avec l'ADEME et la région à mettre en œuvre un programme d'action, parce que c'est bien beau de faire des plans climat. Qu'est-ce qu'on fait vraiment derrière pour faire sortir les gens de chez eux, les décrocher de la télévision pour les faire travailler ensemble sur des projets de territoire? Eh bien, on a un appel à projet qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle Énergie renouvelable coopérative et citoyenne, qui a aujourd'hui permis la création de 75 coopératives en Occitanie, qui implique entre 8 et 9 000 personnes, je n'ai pas les chiffres exacts, et qui représente en gros 10 millions d'euros d'investissement citoyen direct dans des coopératives, sous forme d'investissement dans des parts sociales, dans du capital. Ce n'est pas simplement je prête de l'argent, c'est aussi je possède une partie de ces outils de production. Parce qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur quand même, c'est de revenir sur le sujet de la propriété. Voilà, à qui appartient tout ce qui nous permet de subsister au quotidien. La métropole nous a fait un gentil cadeau en repassant en régie et en voulant remettre la main sur l'approvisionnement en eau potable. On aimerait bien que la question de l'énergie soit aussi une question de copropriété de ceux qui la font vivre au quotidien et qui la consomment. Voilà. C'est pour ça que notre raison d'être aujourd'hui, c'est faciliter, permettre aux citoyens, aux collectivités de prendre la main sur leur énergie. Et j'ai bien dit prendre et pas reprendre. Vous en tirez les conclusions. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est un petit résumé de tout ce qu'on fait avec joie et bonne humeur. Et je reviendrai sur le sujet de la gouvernance partagée parce que c'est vraiment un vrai sujet pour nous permettre de passer ces caps sociétaux et les difficultés qu'on connaît en ce moment. Juste en chic, combien de personnes dans l'équipe Enercoop Languedoc-Roussillon? 20 salariés sur la coopérative Languedoc-Roussillon, mais on a aussi une filiale qui s'appelle Enercoop Production, dont j'ai la présidence, qui a 5 salariés. On a aussi une association qui s'appelle Énergie citoyenne locale et renouvelable, où il y a 5 salariés. Voilà, on est polymorphe, parce que il faut prendre la bonne structure juridique pour répondre aux bons besoins, avec les bons partenaires, c'est pas toujours simple. Et donc voilà, on est une petite trentaine sur Montpellier et 350 salariés sur le réseau en France. Super. Merci beaucoup Simon. Et du coup, on va passer la parole à Paul. On parlait du coup de cette dimension un peu aussi bureau d'études, etc. Je pense qu'il y a des choses qui font écho avec ce que vous faites chez Mobitip. Paul, dis-nous tout. Mobitip, qui êtes-vous? Qui es-tu à l'intérieur de ça? Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Paul Agut, donc je fais partie de l'entreprise Mobitip. Alors nous, comparé à toutes les entreprises, on est tout petit, on est 14. On est 14 entre Angers et Toulouse. On est une toute petite start-up qui est née en 2019. Suite en fait au bilan carbone et à tout ce que peut-être vous savez au niveau de la législation. Et clairement, on s'est rendu compte au fur et à mesure des bilans carbone qu'on faisait que ce n'était pas seulement un exercice de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, mais que c'était surtout un outil pour mettre en transition les entreprises. Et clairement, il y a eu des différences de voir des clients qui arrivaient au début pour juste « je veux répondre à l'exigence, je veux être tranquille et je ferai l'exercice peut-être dans 3-4 ans si en gros je suis content et si le résultat me va en tonnes de CO2 ». Mais on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un moyen de mettre en transition les entreprises et de vraiment les faire bouger et de leur dire « vous faites un état des lieux de vos émissions ».
surtout des émissions dont vous dépendez, et vraiment c'est ce qu'on dit à chaque fois, ça veut dire vos émissions, il y en a plein, mais surtout quand on parle évidemment de périmètre dans le bilan carbone, on parle de dépendance, puisqu'on dépend d'achats de fournisseurs, on dépend du client, on dépend de prestataires de transport, on dépend de plein de choses à l'échelle d'une entreprise, et c'est surtout de dire on sensibilise, on fait un état des lieux, c'est vrai, mais maintenant comment réduire ? Et on se rend compte quand on fait des bilans carbone qu'on peut réduire sur plein de choses qu'on a en interne, comme de la consommation d'électricité, la consommation de gaz, consommation de carburant des véhicules en propre. Mais après, dès qu'on commence à parler de fournisseurs, dès qu'on commence à parler de mise en transition des parties prenantes autour de nous, que ce soit les fournisseurs, les salariés ou les clients, dans toute la chaîne de valeur, là, on touche des sujets qui sont super intéressants. Et c'est pour ça que je me régale dans mon métier. C'est que je commence à toucher du doigt des problématiques au niveau des entreprises. On commence à poser des questions qui, des fois, sont un peu dérangeantes, mais qui sont hyper intéressantes. Et que le bilan carbone est un moyen de mettre en place un plan d'action au départ. Alors le premier, c'est une ébauche, c'est un dessin, c'est un croquis, mais de se dire que ce plan d'action, il va être revu chaque année, il va être amélioré, il va être discuté, il va y avoir sûrement des groupements de travail qui vont être créés. Il y a plein de synergies en interne qui peuvent se mettre en place, des idées, aussi de se dire ah ben celui d'à côté, il a fait telle action, pourquoi moi je le ferais pas. Et clairement que se dire que le bilan carbone aujourd'hui n'est pas seulement un exercice, mais clairement un outil pour se mettre en transition et souvent la première brique d'une stratégie RSE et d'une stratégie de mouvement et de mise en transition. Et en gros, voilà, je vous ai tout dit à peu près sur ça et on pourra revenir sur plein d'autres éléments par la suite. Merci à chacun, chacune pour cette introduction, cette mise en contexte un petit peu. Cette table ronde, elle s'appelle Structure engagée. J'ai envie de vous demander en fait concrètement qu'est-ce qui fait que vous êtes là aussi. Alors certains en ont déjà un peu parlé. Martin, j'ai envie de commencer avec toi. En fait, l'engagement concrètement chez Arcadie, ça passe par quoi? Alors, ayez conscience que l'exercice que je leur demande est hyper compliqué parce qu'ils pourraient tous parler 1 heure, je pense, sur le sujet rien qu'à l'échelle de leur structure, et je leur demande de parler en 4-5 minutes. Donc voilà, si tu dois mettre en avant certains éléments qui te parlent le plus, ça se traduit par quoi cet engagement chez vous? C'est vrai que c'est balèze cette question. La première chose j'ai envie de dire, c'est il y a quand même un gros pilier de l'exemplarité et de l'engagement de nos dirigeants. Voilà, quand on sent un alignement et une cohérence, alors j'ai pas du tout de perfection parce que c'est des humains comme moi et ils ont leurs failles, mais vraiment, voilà, déjà sentir qu'il y a une vraie sincérité dans la démarche des dirigeants qui, en fait, vraiment, eux, ils souhaitent que cette entreprise bascule vraiment vers une entreprise à impact positif. Et il y a eu une grosse prise de conscience quand Arcadie a embarqué dans la Convention des entreprises pour le climat. Si je veux tacler un peu mes dirigeants, je dirais que ils n'avaient pas vu la prochaine marche. Et je fais partie de ceux qui leur ont proposé d'aller dans cet endroit-là parce que je voyais, moi, là, avec tout mon bagage, et j'étais arrivé pour ça, ils savaient que j'allais avoir un regard critique, et ils m'ont embauché quand même. Et donc, ils sont allés à cette Convention des entreprises pour le climat, ils ont vu la prochaine marche, et ils ont eu l'humilité de dire « Ah ouais, malgré tout le boulot qu'on a fait depuis déjà 30 ans, on n'y est pas, quoi. » Ça, franchement, c'est balèze. Après, en termes de transmission donc de ces enjeux, de cet alignement, il y a un énorme travail collectif qui est fait. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées, des formations hors métier, des formations pour sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux, en focalisant sur les liens avec notre domaine d'activité. Pour vous donner des chiffres, en 2023, on a eu 72% des salariés qui ont suivi au moins une formation sur ces enjeux environnementaux et sociaux. Et dans un sondage qu'on a fait la même année, on a 98% des salariés qui se sentent concernés par les problématiques environnementales et sociales. Donc ça parle d'un résultat. Et on a aussi quelque chose qui joue beaucoup, c'est en termes de communication interne. On a un réseau social interne. Et en fait, la gouvernance partagée, le gros cliché, c'est chacun fait ce qu'il veut, j'ai des autorités, je prends plein de décisions, j'ai vachement plus de pouvoir à ma place que n'importe qui. Sauf qu'on oublie que, enfin, nous, on a mis en face l'obligation de travailler à voix haute et de solliciter des avis en interne et auprès des parties prenantes externes qui sont impactées par les décisions. Et tout ça, ça fait qu'en fait, on est beaucoup au courant de ce que font les uns les autres comme travail.
Et la dernière grosse pierre, je dirais, en 2022 et 2023, on a créé la vision de l'entreprise à 10 ans, donc pour 2033. Et ça, les dirigeants ont proposé que tous les salariés, toutes les salariés qui voulaient embarquent là-dedans. Il y a plus de la moitié des 100 salariés qui sont partis dans les groupes de travail. On a fait venir des conférenciers, on est parti partout en France, dans les entreprises, dans les assos, pour aller s'inspirer. On a fait 2 gros séminaires pour ramener tout ça. Et à la suite de ça, on a commencé à travailler un texte et la direction a pris tout ça et a finalisé un texte de vision. Et ça ancre vraiment des choses en termes d'engagement et quand c'est co-construit, forcément, c'est puissant. Donc la RSE, quelque part, elle est intégrée. Et le dernier truc, peut-être, c'est le recrutement. C'est que de plus en plus, c'est assumé dans le recrutement que si les valeurs à minima ne résonnent pas avec les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs de la personne, et même pour des postes qui ne seraient pas forcément hyper stratégiques, ça va jouer. Si j'ai le choix entre des candidats, ça va jouer. Et comme ça se sait, de plus en plus, il y a un effet de synergie, on attire des personnes de plus en plus engagées, et voilà. Donc ça s'accélère quelque part. Ouais, puis après, il y a l'implication des salariés. Le développement de l'actionnariat salarié date depuis très longtemps. Et il a fait d'ailleurs à un moment, il y a eu une bascule grâce enfin, les salariés en fait ont pesé sur un vote à une assemblée générale où il y avait eu un nouvel investisseur qu'ils avaient fait rentrer un peu à reculons, qui voulait prendre des dividendes alors qu'on a un actionnariat amical qui prend jamais de dividendes. Et là, les salariés actionnaires, ils ont fait basculer le vote en faveur de réinvestir plutôt que de donner des dividendes. Donc, et aujourd'hui, on va encore plus loin avec ce projet de SKIC on espère aboutir fin 2025. Donc en effet, on est accompagné par l'URSCOP et on a un lien particulier avec Enercop parce qu'en fait, cette compagnie maritime dont je vous parle, elle a été co-créée avec Julien Noé, donc le président d'Enercop, parce qu'on avait besoin d'aide pour tester ce modèle coopératif. Et moi, je taquine mes dirigeants en leur disant qu'ils l'ont testé avec une structure extérieure pour voir. Et puis maintenant, comme ils ont vu que ça correspondait à ce qu'ils souhaitaient, ils le font pour Arcadie. Donc je trouve ça trop bien. Merci Enercop. Ça peut être aussi des moments de gratitude, en effet, tous les ponts, c'est chouette. Quand j'entends co-construction, groupe de travail, vision commune, Fabienne, j'ai peut-être aussi envie de t'entendre sur ça. Chez ISIA, un peu cette même question et peut-être aussi sur des rebonds. L'engagement, il se traduit comment? C'est quoi en fait? Pourquoi vous êtes là? Oui, alors il y a plein de choses en rebond sur le côté d'associer les salariés à la trajectoire de l'entreprise. Je vais le résumer comme ça, après ça prend en effet la forme, puis la très bien décrit, de moments dédiés pour faire ce travail-là. Ah, c'est pas terrible? Il faiblit. Ok. Alors je reprends. Je disais que j'allais essayer de ne pas trop faire de redites. Pour autant, l'essence, elle est vraiment, pour nous en tout cas, d'associer les collaborateurs à la construction et à la co-construction de la trajectoire de l'entreprise. Donc ça s'est fait par... Là, c'est moi qui faiblis, désolée. Donc j'ai voulu aller trop loin dans ma phrase. Donc ça se traduit par des moments où on va pouvoir dialoguer, travailler et dédier du temps collaboratif sur ces sujets-là, ce qui n'est pas vraiment commun. Donc, il y a déjà cette étape-là. Et ça donne finalement pas mal d'actions. Donc la question de l'engagement, si je reviens sur le terme, c'est qu'il peut prendre plusieurs formes. Nous, c'est quelque chose qu'on avait historiquement dans nos valeurs par rapport à nos clients et aussi entre nous, cette notion d'engagement. Mais ce n'était pas forcément engagement au sens des transitions, au sens écologique. C'était plus une posture, un engagement dans ce qu'on fait. Et finalement, avec le temps, c'est vrai que la RSE, chez nous aussi, s'est mise au cœur, un peu colonne vertébrale de nos actions. Et donc, de plus en plus, ça va vers la question de l'impact. Donc, je vais peut-être passer les grandes, on va dire, étapes clés. En 2017, nous, on a eu besoin de structurer cette démarche d'engagement parce que nos collaborateurs, on a cette chance, c'est qu'ils sont très engagés. Mais les actions, elles peuvent partir dans tous les sens, être décousues. Et on a eu besoin, nous, de venir quand même structurer un peu les choses pour que nos efforts ils soient les plus impactants, les plus puissants. Donc pour ça, on s'appuie sur plusieurs outils. Déjà, on s'est mis d'accord sur une vision commune, un objectif commun. C'est-à-dire l'entreprise, si on devait poser une vision pour ensuite construire la trajectoire, ce serait laquelle? Et donc ce travail-là, on l'a fait avec les dirigeants, avec tous les collaborateurs. Donc là, déjà, on était d'accord sur vers où on voulait aller, mais c'était un cap
presque inatteignables, hein. C'est plus l'étoile polaire qu'on n'atteindra jamais, mais qui donne la direction, qui aide dans les décisions un petit peu compliquées. Donc les mots qu'on avait posés dessus à l'époque, mais ça paraît simple, mais c'était sur un gros travail, c'était mettre l'intelligence collective et le numérique, qui est notre cœur de métier, au service d'une société plus responsable. Une fois qu'on a dit ça, comment? Pour certains, c'était chouette, ça donnait vraiment une ambition, mais et concrètement? Et en fait, on est venu rajouter des couches qui ont structuré les actions, des labels, c'est-à-dire autour d'un numérique plus responsable, c'est quoi notre politique, c'est quoi les engagements. Et donc, par cycle de 2-3 ans, on prend un certain nombre d'engagements qu'on va matérialiser. Donc, par exemple, au tout début, ça a été de former l'ensemble des collaborateurs à l'éco-conception. C'est un exemple. Mais ce qui est venu se rajouter après ces labels, c'est la question de la société à mission, de devenir une société à mission. Et ça aussi, on l'a fait en intégrant tous les collaborateurs. Et on a écrit quelque chose qui va être déposé la prochaine AG dans nos statuts, qui vraiment pose la raison d'être et les objectifs statutaires que cet objet d'entreprise poursuit. Et donc, toute notre feuille de route, elle est guidée par cette finalité de l'impact qu'a notre activité. Alors quand on dit ça, en fait, ce qui va être regardé quand on est une société à mission, c'est en quoi ce qu'on a posé dans ces statuts, ça va réellement avoir un effet transformatif pour toujours nous améliorer et faire en sorte que comment on affine et on transforme notre activité, ça a toujours de plus en plus d'impact sur nous, mais aussi sur le monde extérieur et sur toutes nos parties prenantes. Voilà, donc ça, c'est vraiment les outils. Et après, pour citer quelques exemples qui montrent aussi l'engagement, on a des collaborateurs qui s'investissent pour des associations. Avec un temps, ça je sais qu'Arcadie, on s'est croisés sur ce programme, donc du temps dédié pour pouvoir donner leurs compétences pour des associations qui recherchent des bénévoles. On s'implique aussi auprès de la formation. Alors, ils ne sont plus là, mais il y a des personnes de Polytech Montpellier, avec qui on a co-créé une chaire. Voilà, donc l'engagement, il est aussi sur des actions qu'on va pouvoir faire auprès d'autres, et c'est du temps qui, dans le business model de l'entreprise, n'est pas du temps qui rentre dans notre métier où on facture les prestations qu'on fait et où on génère du chiffre d'affaires. Pour autant, dernier rebond sur le recrutement, nous aussi, de plus en plus, ça fait déjà, c'est vrai que ça prend vite cet aspect-là, hein, mais quand on est cohérent dans la durée, les personnes qui nous rejoignent, c'est des personnes qui sont plus que compatibles. En fait, c'était évident qu'on se rencontre et qu'on se connecte tôt ou tard. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Ça se joue aussi avec l'écosystème, les partenaires et les clients. Donc, on trouve que nous, c'est une approche très vertueuse, mais qui se rapproche finalement un petit peu de ce qu'on peut vivre en tant qu'individu, hein. Plus on se connaît, plus on assume qui on est, plus on arrive à le formuler et à être aligné en phase avec notre essence, mais plus on va se connecter à des personnes qui vont être en cohérence. Alors oui, forcément, ça fait du tri. C'est aussi vrai pour des entreprises. Si on plaît à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Donc voilà, nous, on a fait ce choix de toujours plus affiner cette question de notre cœur et de baser ça sur l'impact. Voilà. J'espère que c'était clair. J'essaye de repasser sur celui-là. Merci, en effet, c'était très clair pour ces éclairages-là. Et du coup, quand j'entends tous ces éléments-là, en effet, j'ai envie de basculer, de continuer le fil avec Simon. On a entendu ces notions de gouvernance partagée, on a entendu ces notions de coopérative. C'est des choses qui, chez vous aussi, forcément, font sens. Je crois que chez Enercop, il y a aussi des questions sur la question de la redistribution de la valeur en interne, potentiellement. Enfin, comment aujourd'hui cet engagement il se traduit chez vous aussi un petit peu? 4-5 minutes, même exercice. Et je te briefe toi parce que je sais que sinon ça peut déborder. 4-5 minutes, toutes les 5 minutes, tu veux dire? Ouais, petite parenthèse. Merci Arcadie d'être à notre conseil d'administration aussi depuis 5 ans et de nous mettre à disposition François avec ses bons conseils. C'est très précieux pour nos orientations. Voilà, je te renvoie la gratitude parce que c'est un vrai plaisir. Comment se traduit notre engagement? Bon, on a voulu être société à mission, puis finalement on a renoncé parce que en fait, si on respectait pas le truc, il n'y avait personne pour nous tirer les oreilles, on se dit que c'était pas du jeu. Notre engagement, c'est aussi, par exemple, d'avoir écrit noir sur blanc dans nos statuts qu'on ne versera pas de dividendes. Donc ça c'est pas légal, mais c'est pas grave. On peut l'écrire quand même dans des statuts si on a envie. Voilà, comme de toute façon, nos propriétaires, nos actionnaires sont, ce qu'on appelle sociétaires dans une coopérative, ce sont nos clients.
finalement, ce qu'on leur propose, c'est un service au juste prix, plutôt que des dividendes. Ça nous paraît plus juste en termes de justement répartition de la valeur. Et justement, c'est une vraie question aujourd'hui dans le déploiement des énergies renouvelables qui fait vraiment très mal quand on regarde de près et qu'on ouvre le capot des modèles économiques des projets d'énergie renouvelable. Je sais parce qu'on fait de la formation sur ces sujets-là. Il y en a une en ligne d'ailleurs début juillet si ça vous intéresse. En fait, il y a une vraie crise de répartition de la valeur dans notre société. Voilà. Et tant qu'on ne se fadera pas, chacun d'entre nous, je m'adresse vraiment à chacune et chacun d'entre vous. Tant qu'on ne se prendra pas la tête à aller éplucher des tableurs et à comprendre où part le pognon, qui est gagnant dans l'histoire, en fait, on continuera de se faire rouler dans la farine par des beaux discours. Voilà. Je suis désolé de vous le dire crûment comme ça, mais à un moment, il faut se réveiller les amis, quoi. Voilà. Et désolé, mais ça ne va pas être simple. Il faut aller manger du tableur. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un plaisir, excusez-moi. J'ai envie d'être un peu cet après-midi, mais c'est aussi parce que j'ai l'impatience. Voilà. En fait, l'engagement, il se traduit par justement comment on décide de comment on répartit cette valeur entre, dans un projet d'énergie renouvelable, le propriétaire du terrain chez qui on s'installe, la collectivité qui va percevoir des taxes, le fabricant du matériel, le prix à qui on vend, le prix de l'électricité qu'on vend, et donc qui va être in fine déboursé par le client final à l'autre bout du réseau. Voilà, finalement, ce curseur-là, c'est vraiment un débat qu'on a même du mal à résoudre chez nous en interne entre nos différentes structures qui portent ces différentes activités dans ce maillon, dans ces différents maillons de la chaîne énergétique. Donc c'est vraiment des questions qui sont très complexes et on n'a pas de réponse malheureusement qui soit simple, qui soit accessible. Par contre, on a une réponse qui est universelle quelque part, c'est sur la méthodo. C'est-à-dire posons le sujet clairement, arrêtons de tourner autour du pot, regardons comment se répartit cette valeur et osons le dire. Voilà. Et il n'y a pas de problème. En fait, l'argent, c'est pas un mal en soi. La question, c'est comment on le remet au service des humains et pas l'inverse. Parce que on voit que ça crée du malheur dans nos sociétés, ça crée du mal-être. Et je pense que là, on est en train d'entrer dans une crise sans précédent économique, financière dans notre pays. Aujourd'hui, le principal poste de ce qu'on finance chaque année, c'est quand même le service de la dette, messieurs, dames. 70 milliards d'euros. Voilà. Donc moi, je préfère quand même payer des gens à aller donner de l'éducation à mes enfants plutôt que de payer des gens sur un intérêt d'une dette que je n'ai pas décidé moi-même. Donc voilà, c'est ce sujet-là, in fine, que nous, on essaie de traiter à notre échelle locale, de comment on répartit cette valeur entre les différents acteurs économiques et financiers. Voilà, ça, c'est un petit exemple. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a aussi comment on se la répartit entre nous, l'équipe salariée. Voilà, bon, la notion de dirigeant chez nous, elle est un peu floue, parce que la direction, elle est partagée entre différentes façons de faire, entre différents sujets. En tous les cas, on a un autre exemple, on a un écart salarial de 1,4. Tu me corriges si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire dans notre coopérative. Dans l'ensemble du réseau Enercop, toutes coopératives confondues, alors je mets les alternants de côté, excuse-moi Paola, je ne sais pas si elle est encore là, mais voilà. On ne les a pas inclus dans ce calcul-là parce qu'il y a d'autres réglementations qui font que, et d'autres, voilà, bref. Mais on a une échelle entre 1 et un peu moins de 4, je crois, entre l'ensemble des coopératives du réseau Enercop. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont concrètes et sur lesquelles on travaille pour justement plus d'équité, plus de transparence sur ces modèles économiques. Et plus de transparence, ça suppose aussi de la formation pour que les gens puissent se l'approprier, les comprendre et pouvoir les critiquer aussi. Et comment on crée des espaces pour justement permettre la critique qui soit saine et pas juste une confrontation un peu stérile comme on l'a connu au niveau du dialogue social depuis 150 ans entre des syndicats d'un côté et des représentants du patronat de l'autre. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut sortir aussi de cette espèce de rapport de force et discutons ensemble de la répartition de la valeur. Voilà. Oh. Allez, je reprends du coup. Et petite parenthèse, alors ouais, ça marche. Je suis loin d'être le plus expert ici sur les questions juridiques, mais la dernière fois, j'ai cru comprendre par Arthur Oboeuf de Team for the Planet que tu pouvais conditionner le versement des dividendes à des clauses. Et je crois que Team for the Planet, ils ont fait un peu la même chose. Ils se sont engagés au fait de ne jamais verser de dividendes. Par contre, ils l'ont conditionné au fait qu'on atteigne les 1,5 en 2000, qu'on tienne l'objectif des 1,5 en 2050. Vu qu'on sait qu'on les tiendra pas, du coup, de toute façon, ils verseront jamais de dividendes. Voilà, je crois qu'il y a des trucs, mais bon, je suis pas expert sur ces sujets-là. Paul, chez Mobitip, et puis après on finira avec Alex pour voir comment on soutient aussi tout ça au niveau de l'agence. Paul, chez Mobitip, du coup, comment ça se traduit aussi ces questions. Qu'est-ce que tu as envie de partager, toi, sur quoi tu veux témoigner?
Motif, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tous assez jeunes. Hein. Vraiment, je représente les alternants qui sont arrivés dans l'entreprise au tout début, où ils étaient 5, littéralement, et qu'ils ont fait confiance à les alternants. Et clairement, dans tout ce côté, il y avait vraiment un terme qui est revenu à chaque fois, qui nous ont dit après, sur tous les entretiens qu'on avait passés et sur le savoir-être, le sens. La quête de sens. Vraiment, on est tous arrivés, on était tous à peu près des ingénieurs. Il y en avait même qui avaient déjà fait un peu des carrières dans l'aéronautique, qui étaient dans d'autres entreprises. Et clairement, moi, j'ai pris conscience assez tôt, j'en ai la chance. D'autres l'ont pris beaucoup plus tard. Et clairement, il y avait ce côté de « Ok, tu veux faire quoi maintenant ? À quoi tu veux contribuer ?» Et clairement, on a tous eu ce mot sens et on a tous eu aussi une notion, alors peut-être pas claire chez tout le monde, mais un côté de bien commun. Un côté, on veut contribuer à quelque chose qui est au-dessus de nous, qui n'est pas notre côté de faire du profit, de faire de la croissance, comme tu as parlé, mais un côté de se dire, on veut participer à quelque chose qui est plus grand que nous, mais où on s'y retrouve avec nos valeurs intrinsèques. Et clairement, cet côté d'engagement, les dirigeants, par le biais du bilan carbone, qui est un exercice de législation et qui, sur le papier, on se dit, oui, super, c'est répondre à la législation, tout le monde va le faire, c'est pour faire du profit. Il y avait clairement ce côté de dire, mais en fait, derrière, on peut faire changer les entreprises, on peut les mettre en transition. Et clairement, tu es motivé, tu as envie de faire bouger les choses, tu es ingénieur, ben, let's go, lance-toi. Et moi, quand je suis arrivé, je connaissais rien au bilan carbone. J'en avais jamais entendu parler. Et clairement, j'ai compris que ça pouvait être un moyen. Et donc, ce côté de sens et ce côté de se dire, tu peux contribuer à ton échelle à faire bouger les entreprises, c'est ça qui a vraiment motivé le choix de rejoindre Mobitip et aussi qui a fait que les personnes qui arrivent aujourd'hui sont tous dans cette même mouvance. On a une stagiaire qui est arrivée il y a 1 mois. Elle a fait Centrale Supélec, vraiment quelqu'un de super intelligent. Et clairement, elle a fait une reconversion totale. Elle vit aujourd'hui dans une communauté et donc elle s'est posé énormément de questions. Elle est arrivée et elle a dit, écoutez, moi, je veux aider à mon échelle à changer les entreprises parce que je me rends compte que j'allais partir dans une direction qui ne me convenait pas du tout avec mes valeurs intrinsèques et qu'elle s'est posé les bonnes questions à un moment. Et aujourd'hui, il y a ce côté où elle comprend très vite nos process et comment on fonctionne, mais surtout, elle a toute une vision grâce à sa formation complémentaire au MSEI qui propose des formations en lien avec l'environnement, tout ce que le côté aussi gestion des émotions, gestion de l'intelligence collective, etc. Et elle apporte un côté qu'on peut parler à nos clients quand on fait des fraises du climat ou des ateliers, de dire, OK, vos émotions, la courbe du changement, toutes ces choses-là, de les mettre et d'en parler dans un cadre de bilan carbone où les entreprises s'y attendent pas, mais pour leur dire, alors ça peut paraître ludique comme ça, mais c'est sérieux en fait derrière. C'est pas si amusant que ça en fait. Il y a ce côté de vous nous voyez arriver et vous vous dites oh là là purée qu'est-ce que c'est que ça, mais en fait c'est pas si ludique que ça et finalement il y a quelque chose de très intéressant derrière à faire ça et on le fait pas pour rigoler, on le fait pour se poser les bonnes questions. Donc vraiment ouais, il y a eu ce terme de sens et qui moi aussi est en lien total avec ce que j'ai rencontré dans mon parcours professionnel, alors encore un peu jeune, hein, mais de cette quête de sens et clairement ça fait pourquoi je suis aujourd'hui chez Mobitip parce que je sens que c'est en valeur avec ce que je suis et que clairement je suis aligné. Et pour moi, c'est ça le principal. C'est ce qui me donne envie de me lever tous les matins et d'aller au travail. Et pour moi, c'est ça le principal. Hein. Super, merci. Tu me sauves un peu en mettant les émotions parce que sinon j'allais vous dire que j'espère que vous aimiez les tableurs Excel parce qu'entre les tableurs Excel sur la finance et là-bas sur la partie bilan carbone, parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas les bilans carbone, c'est des gros tableurs Excel que vous faites à l'intérieur. Donc blague à part, Alex, concrètement du coup, l'agence, comment elle est au soutien justement des entreprises sur ces sujets-là et comment elle accélère cette transition et le fait que plus d'entreprises s'engagent sur ces voies, dans ces voies de témoignage comme on peut avoir là. Et alors, je vais en parler et après, j'ai été sincèrement interpellé par les propos de Simon. Et non, mais parce que je me permets de tutoyer, mais tu as faire évoluer ma vision sur certains sujets, notamment sur les énergies renouvelables. Mais alors, l'agence, en fait, nous, au début, quand on l'a créée, l'idée, c'était de dire, effectivement, il faut faire une agence d'attractivité. Mais quand vous voulez lancer une agence d'attractivité au niveau français ou au niveau européen ou mondial, la recette, généralement, elle est assez simple. On met beaucoup d'argent, on fait tout le tour des salons mondiaux, on met des belles photos des plages de Sète, la place de la Comédie, les arènes de Nîmes, tout ce que vous voulez, et vous tannez des chefs d'entreprise sur la planète pour qu'ils viennent s'installer chez vous en disant, voilà, on est les meilleurs, venez, vous allez voir. Sauf que je dis toujours la même chose, mais les cycles sont très longs, très onéreux, très incertain. Il y a beaucoup d'effets aussi d'opportunité, voire d'opportunisme un peu cynique, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui viennent, qui récupèrent les subventions et 2-3 ans après, il n'y a plus personne. Donc nous, on s'est dit, en fait, on va, après une longue discussion avec Michael Delafosse dans son bureau, on dit on va inverser
le sujet de l'attractivité. On va donner envie aux gens de venir sur notre territoire ou de rester sur notre territoire, parce qu'on a un gros problème sur le territoire, c'est qu'on est excellent pour former les étudiantes et les étudiantes, mais il y en a beaucoup qui sont obligés, alors même si ça fait partie du parcours de vie, de s'expatrier à Paris ou ailleurs, ou pour continuer à travailler. Alors, encore une fois, c'est important, et moi je l'ai fait aussi, je suis peut-être le plus vieux à un moment dans ma vie, mais on aimerait aussi avoir cette capacité, parce qu'on part du principe qu'on a 2 matières premières sur le territoire. La première, c'est la matière grise, parce qu'on sait former de façon excellente, et la deuxième, c'est les énergies, mais on va en reparler. Et donc, on s'est dit, on va donner envie, effectivement, aux gens de soit de grandir ici, soit de venir investir ici. Et ça a été un peu notre cheval de bataille. Et là où tu m'as perturbé, mais sincèrement, c'est que souvent dans mes discours, et Philippe Boulet, qui est le directeur de l'agence, m'entend dire, je pense que ce qui se passe actuellement sur le territoire de notre région, en tout cas du bassin de vie, mais la région Occitanie en général, autour des ENR, ça va être équivalent de ce qui s'est passé à Toulouse il y a 50 ou 60 ans sur l'aéronautique. C'est-à-dire que notamment Montpellier est devenu un hub assez incroyable sur les énergies renouvelables. Vous avez EDF renouvelable, vous avez d'autres acteurs, voilà, Engie Green. Des fortunes considérables se sont faites. Et je peux dire que je suis un peu complice, ou même bon, le terme est un peu trop connoté, j'allais dire un autre terme, parce que moi je suis avocat d'affaires et je fais beaucoup de financement d'entreprises, notamment au haut de bilan, notamment dans les ENR. Donc j'ai contribué à ma petite échelle à cet enrichissement. Mais là où tu m'as marqué, c'est que je pense qu'effectivement, il faudra qu'à un moment, alors en plus que je vais me faire un peu huer, mais moi c'est un peu la force aussi de notre duo avec Mickaël Delafosse, c'est que moi j'étais candidat au municipal contre lui, ou concurrent pour la droite, et lui était pour la gauche. Mais une fois que les élections sont passées, on s'est dit on va travailler ensemble, et moi je vais apporter ma vision, lui va apporter la sienne pour les réunir. Et on s'est dit, en fait, effectivement, il faut qu'on arrive, tout en gardant un développement économique, à ce que ça soit équitable. Et c'est vrai, là où tu m'interpelles, c'est que sur les énergies, alors ce n'est pas le seul secteur, hein, mais où on préempte beaucoup de ressources naturelles. Il y a des fortunes, encore une fois, considérables qui se font. Et je pense qu'il faudra réfléchir à des mécanismes de péréquation ou de redistribution. Alors, pas de la totalité, parce qu'effectivement, encore une fois, ce serait alors, je pense que toi, tu veux converger vers ça, mais je pense que ce sera peut-être une prochaine étape. Mais en tout cas, il faut se dire que ça peut être aussi, en rendant une partie collective de ces ressources, de ce modèle, ça peut être aussi une façon de faire grandir le territoire, continuer à former, et parce que c'est un peu le sujet du jour. Et je crois beaucoup aussi à la vertu positive de ces démarches. Alors, tu disais tout à l'heure, je crois que c'est toi qui disais, mais dans les entretiens d'embauche, effectivement, on reconnaît les gens qui sont motivés, ils viennent nous rejoindre naturellement, mais ça marche dans le deuxième sens. C'est-à-dire que moi, je travaille pour une firme américaine, donc moi, je cumule toutes les strates. Tous nos candidats et toutes nos candidates, maintenant, quand ils viennent nous voir, ils nous parlent quasiment pas de salaire. Ils en parlent à la fin, mais ils nous disent, bah voilà, moi, je veux faire un truc qui me plaise, mais qui est utile pour la planète, qui prenne en compte certaines diversités. Et si donc, comme toutes les grosses boîtes mondiales, on a beaucoup communiqué là-dessus. Mais si très vite, ils se rendent compte qu'on n'est pas en adéquation avec le discours, je peux vous dire qu'on a beaucoup de départs, et des départs souvent fracassants. Donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Et ce qu'on veut porter dans cette agence, alors la difficulté et le défi, c'est que le spectre est tellement large, hein, et on fait plein d'actions. Et d'ailleurs, dans ce que vous disiez les unes et les autres, les uns et les autres depuis tout à l'heure, je reconnais plein d'actions. On a des promotions carbone avec l'agence. On a fait un hackathon solidaire il y a 15 jours au Quorum. Il y avait 350 salariés de groupes qui représentaient de sociétés, d'entités, qui représentaient 110 entités qui sont venues aider pendant une journée 6 associations dans plein de domaines différents. Et en fait, voilà, c'est assez excitant ce qu'on fait dans cette agence. On veut être utile, mais aussi on veut un peu aider à rêver et à faire de ce territoire, je disais, un territoire à mission, parce que les sociétés à mission, alors même si c'est compliqué à vivre au quotidien, on y croit beaucoup dans l'agence, et un territoire à énergie positive. Donc, mais tout en mêlant économie, mais j'intégrerai un peu plus dans mon discours ce que tu nous as dit. Voilà. Tu l'as inspiré, Simon, et du coup peut-être qu'après la régie des eaux, on aura un jour la régie solaire, la régie éolienne, je ne sais pas qui. Ouais. Il y a une initiative qui a été mise en place, une espèce de cadastre en fait des toits
pour les sujets d'énergie aussi. Donc, je pense que ça peut être un sujet à évoquer, notamment avec Isabelle Touzard, qui est la vice-présidente en charge du plan climat, et surtout, nous, on travaille avec elle sur le volet entreprise du plan climat, mais aussi directement avec Mickaël Delafosse, en disant comment on peut rendre une partie de cette énergie qui nous est offerte au quotidien, et aujourd'hui un peu plus que les dernières semaines, pour aussi faire grandir le territoire et continuer les formations des acteurs, des actrices. Super, merci. Je voudrais rebondir sur d'autres mots que j'ai entendus. Paul, la question des émotions, j'ai entendu aussi chez Martin la question d'humilité. Sur cette question d'évolution des métiers, je ne voudrais pas forcément prendre le volant expertise technique, savoir-faire, mais plutôt être sur ces questions aussi de posture personnelle, justement, de choses qui sont plus peut-être introspectives. À quel point aujourd'hui, chez vous, et là j'ai envie de laisser le micro ouvert et qui veut prendre la balle sans saisie, en fait, ces questions non pas de savoir-faire technique, mais peut-être, alors est-ce que c'est savoir-être ou est-ce que c'est soft skills, il y a plein de mots là-dessus, mais en tout cas ces questions de posture aussi, elles sont prépondérantes et elles sont développées aujourd'hui au service des métiers, au service de la transition, au service du développement de vos structures. Qui veut se lancer ? Allez. Je vais ouvrir la question, peut-être que ça inspirera d'autres à côté. Clairement, il y a ce côté aussi de se dire que quand on arrive face à une entreprise et qu'on la sensibilise ou en contraire on lui parle de ces sujets-là, il y a ce côté où aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait le contexte actuel climatique et il y a ce côté de se dire, il y a des personnes qui vont avoir des points de vue, des opinions, mais il y a ce côté où nous, enfin moi je l'ai appris et que je n'avais pas du tout appris en école d'ingénieur, c'est ce côté aussi d'avoir une écoute active et attentive, même de quelque chose qui nous paraît aberrant ou qui nous paraît totalement farfelu, de se dire, je ne vais pas dire à cette personne, tu as tort, tu n'es pas dans la bonne direction, mais plutôt, ok, pourquoi tu penses ça ? Moi, je te donne des éléments du GIEC, ou voilà, je te donne des éléments, mais après, il y a ce côté où on ne va peut-être pas être la personne qui va faire changer la personne en face de nous. On a planté une graine, on a dit, tiens, je te donne les éléments, tu en fais ce que tu veux, mais tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. Et il y a ce côté où moi, ce que je fais en fresque, c'est que je donne des éléments, j'arrive, mais je ne veux pas prêcher des gens qui ne veulent pas changer. Il y a ce côté où je leur donne des éléments, il y a ce côté où il faut être en écoute active, même de gens qui sont à l'opposé de nous. Voilà, j'ai eu des dirigeants qui étaient dans du technosolutionnisme, j'ai eu des gens dans du complotisme. Voilà, et clairement, moi, tout jeune, j'arrivais, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, ils étaient agréablement surpris de me dire, ah, mais vous n'avez pas été contre nous, vous n'avez pas essayé de nous contredire. Je dis, non, mais ce n'est pas mon rôle de vous contredire. Mon rôle, c'est de vous dire, maintenant, je vous donne des éléments, vous pouvez baser sur ça, c'est le GIEC, c'est les scientifiques, là, sur ça, vous pouvez y aller. Mais après, je ne vais pas vous faire changer aujourd'hui. Et je le fais par rapport à mon expérience personnelle où, moi, à mon échelle, je n'ai pas changé du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillé en me disant « Tiens, je vais bosser dans l'environnement ». Non, c'est que c'est arrivé par des prises de conscience d'une personne du GIEC qui était intervenue dans l'école d'ingénieurs à Polytech Montpellier. C'est arrivé avec des personnes qui commençaient à devenir végétariennes. Et j'étais « Mais pourquoi tu veux devenir végétarienne ?» Ensuite, c'est arrivé avec d'autres personnes qui avaient des discours en me disant « Oui, il faut toujours plus de profit. De toute façon, voilà, la Terre va s'en relever. L'homme a connu d'autres crises. » Et à la somme de ça, j'ai eu ma prise de conscience. Mais il m'a fallu un certain temps. Et quand on est face à des personnes, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que oui, il y a un contre-la-montre, oui, il faut changer vite, mais les personnes vont assimiler l'information et ensuite se mettre en mouvement. Et donc moi, je suis plus partisan de se dire, on donne des éléments, les personnes ensuite vont changer à leur vitesse, et tant mieux s'ils changent, on sera là pour les accompagner, on sera là pour les mettre en transition, mais il ne faut pas être contre eux, même si ça nous paraît aberrant. Toute la difficulté de l'urgence de la situation versus le temps du changement. Qui veut rebondir ? Martin, tu vas ? Ouais. Ce que ça me donne envie de dire, c'est plusieurs choses. C'est vrai que dans l'accompagnement au changement, d'accueillir chacun, chacune là où il ou elle en est, c'est super important. Et en même temps, il y a vraiment un équilibre à trouver entre... oui, accueillir et puis il y a poser des choses. Aujourd'hui, il y a des choses chez nous, tu tries pas tes déchets, c'est une faute. C'est un motif de rupture de contrat professionnel si dans le cadre de ton activité,
les déchets, ils ne sont pas bien triés. On a mis des centaines d'heures pour former chaque atelier au tri des déchets. On a mis des consignes de partout, les plus pédagogiques possibles. On a sensibilisé au pourquoi. Bah, voilà, on accompagne. Et puis à un moment, il y a quand même besoin d'avoir un axe. Et donc cet équilibre entre l'horizontalité, essayer de co-construire, essayer d'être dans la motivation plutôt que dans la sanction. On peut des fois toucher des limites à ça dans le cadre de ce que je vis à Arcadie. En termes de posture, nous on a la chance de travailler avec des matières premières vivantes, donc côtoyer le monde vivant. Et je pense vraiment qu'il y a une posture fondamentale, et moi je viens aussi de la conservation de la nature, vous avez compris, et qui est une attitude vis-à-vis du vivant. Et ça peut paraître presque à côté, mais pourtant je le dis quand même, parce que pour moi, il ne se passera pas un certain nombre de changements si on ne se remet pas plus à côtoyer le vivant. Alors ça peut paraître difficile à concrétiser dans le cadre de certaines activités, mais nous, par exemple, on a des terres à 5 km des ateliers. On a des terres parce qu'il y a 15 ans, on a relancé une filière régionale de production de plantes aromatiques et on a acheté des terres et des infrastructures pour que les premiers agriculteurs ou les agricultrices qui essayaient, ils n'aient pas besoin d'acheter tout le matos, ils pouvaient venir sécher chez nous, ils pouvaient trier chez nous. Et bien maintenant, on se sert de ça. Donc il y a des salariés qui travaillent sur des programmes de recherche agronomique pour contribuer à trouver des solutions pour le défi du dérèglement climatique, parce que pour nous, ça nous impacte directement parce que c'est notre matière première, mais ça va nous impacter. Moi qui gravite dans le monde des liens entre environnement, santé, souveraineté alimentaire depuis 20 ans, je peux vous dire que je suis inquiet. Voilà, on a ces terres-là et en fait, de plus en plus, on propose à tous les salariés de participer à la plantation d'arbres, participer à du désherbage, participer à ça. Autour de nos bureaux, on crée des espaces où de plus en plus on va être environné du vivant. Et je peux vous garantir que je suis profondément convaincu qu'on n'aura pas les mêmes idées si je vais travailler dans une salle de travail totalement aseptisée ou si je suis plus ou moins, mais en tout cas un minimum, inspiré par le fonctionnement du monde vivant. Donc ça, pour moi, c'est crucial et c'est une posture aussi de considération de comment je considère le monde vivant, sortir de cette notion de c'est une ressource. Non, c'est pas que une ressource, c'est juste notre milieu de vie et c'est du vivant qui mérite le respect. Quelqu'un veut rebondir sur cette question du rapport au vivant non humain, Fabienne, peut-être? Je pense que ça fait des échos aussi. Pas forcément sur la partie vivant, mais c'était plus sur, en effet, la partie valeur à la part belle de plus en plus, et c'est, je pense, très très important. Après, ça a été dit plein de fois, c'est-à-dire des valeurs, on les affiche, elles sont toujours chouettes, c'est toujours des mots plutôt sympas, mais après, qu'est-ce que ça veut dire quand on les décline en termes de comportement dans une entreprise, en termes de process? Voilà, ce qui va être important, c'est le fait que selon nous, c'est que ça se décline en cohérence. Et donc, dans tout ce système-là, il y a tous les services qui sont concernés, bien évidemment les RH, mais aussi les managers. Et nous, tout manager, toute personne qui encadre une équipe a un rôle fondamental. Souvent, on a pris l'image de l'arbre, parce qu'on fait énormément de parallèles, en fait, cette image de l'arbre. On n'est pas les seuls à l'avoir pris, c'est certain, mais il y a beaucoup de choses entre les racines, l'écosystème, enfin, on peut décliner ça à souhait. Et on avait comparé, nous, les managers, finalement, dans un rôle proche de la sève. Voilà. Et c'est pas rien, c'est quelque chose de très fort. Et donc, voilà ce que je voulais rajouter, parce qu'après, ça risque de faire redite. Donc, je peux laisser rebondir qui veut. Si rebond, hein. Sinon... Non, on est bon. Vas-y, Alex. Ouais. Et juste pour rebondir sur la relation vivant, la nature, on a lancé il y a à peu près 3 semaines à mois, Philippe, corrige-moi, une coopérative carbone avec l'agence, en partenariat pour le coup avec EDF. Et on s'est inspiré de ce qui a été fait à La Rochelle. Et en fait, cette coopérative carbone, alors c'est assez technique et je ne suis pas ingénieur, donc si je dis des bêtises, tu peux me corriger. Mais en gros, si vous voulez, on n'arrivera jamais à avoir des entités économiques notamment qui ont un impact zéro. Donc l'idée, c'est de les aider à réduire, à optimiser ce que tu fais avec ta structure. Mais à un moment, il reste toujours quelque chose. Donc il y a cette idée, alors je sais que le terme, c'est
pas compensation, mais c'est contribution, c'est ça. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on ait cette contribution vertueuse sur ces crédits carbone. Jusqu'à présent, l'essentiel des utilisations de crédits carbone est faite, et d'ailleurs, il faut continuer à le faire en Asie, en Afrique, sauf qu'il y a eu beaucoup de scandales, hélas, là-dessus. Il y a eu beaucoup de rapports, notamment la Cour des comptes, qui a mis en lumière qu'à peu près un tiers de ces programmes n'existaient pas ou étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc nous, on s'est dit, et encore une fois, sur l'exemple de ce qui a été fait à La Rochelle, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. D'ailleurs, on les a pris comme prestataires de services parce qu'on reconnaît leur savoir-faire. C'est de dire, nous, on veut faire cette coopérative carbone avec un impact local, encore une fois. Donc on va travailler. Alors tout à l'heure tu parlais des relations entre les syndicats patronaux et les salariés. On va travailler notamment avec le MEDEF sur leur projet de Medforêt qui a été lancé. Mais on va travailler aussi avec les collectivités qui sont membres de l'agence sur les sujets du littoral, avec notamment les Posidonies. Je raconte toujours la même chose, mais Posidonie capte, ce qu'on m'a expliqué, 4 fois plus de carbone qu'un arbre. Et donc les cycles peuvent être aussi un peu plus rapides. Donc on essaye vraiment de se dire, bien sûr qu'il y a de l'aide au co-développement et au développement, mais si aussi on a un territoire qui est assez multifacette, et on veut avoir cet impact concret, et on engage nos entreprises à vivre aussi à côté du vivant et à créer ce lien. Et je pense que ça renforce aussi les univers qui sont pour moi pas cloisonnés. Avant d'ouvrir la séance de questions avec vous, j'espère que vous en avez. Petite question, 45 secondes de réponse pour chacune. Oh, okay. Vas-y, réponds. Ouais, ça marche. Petite question, donc 45 secondes max de réponse. Un livre à partager avec notre audience, avec les gens qui sont là, un livre où vous avez envie de leur dire, mais celui-là, ça c'est un livre que j'ai envie de partager et que vous devriez lire. Et en 45 secondes, pourquoi ? Qui veut se lancer, Paul ? Alors, je vais citer un livre qui n'a pas de rapport à la transition écologique, ou peut-être si un petit peu, si j'arrive à en trouver en 45 secondes. C'est peut-être un livre que vous connaissez, ça s'appelle Loin de Alexis Michalik. C'est un livre qui m'a énormément inspiré sur le voyage, puisque c'est une personne qui essaie de retrouver ses racines et qui voyage pour retrouver ses racines. Mais il y a quand même toujours cette notion de sens, de quête de sens, de dire je partais vers une direction, pour lui, voilà, le personnage voulait aller être dans un grand cabinet d'avocats, etc. Et en fait, il se pose des questions, tout son système en fait se remet en question. Alors le livre n'est pas du tout axé sur la transition écologique, mais il y a ce côté de sens, de se dire j'allais partir dans cette direction, mais je me suis posé une question sur mes racines et d'où est originaire mon grand-père et grand-mère, le personnage en question, et il se pose des questions, et en fait tout ce voyage est un voyage aussi introspectif évidemment, donc c'est pour ça que je vous partage, parce que je l'ai fini la semaine dernière, et clairement il a été très très intéressant et il m'a beaucoup parlé. Merci. Qui enchaîne sur un livre ? Je vais creuser le sillon du rapport au vivant, et moi je viens de terminer un livre qui m'a un peu bouleversé, qui est un livre de David Abraham qui s'appelle « Pourquoi la Terre s'est tue ». Et David Abraham, c'est un mec assez incroyable qui a été prestidigitateur, et il est aussi philosophe, il a beaucoup étudié la phénoménologie, et il s'interroge sur les raisons profondes qui font que notre lien à la nature est complètement brisé par rapport à un certain nombre de peuples qui ont encore un lien très fort avec la nature. Et c'est extraordinaire, vraiment, je vous invite à lire ce livre. En plus, il est très prudent dans ses conclusions et très humble, mais voilà, il traverse, en ayant côtoyé beaucoup de communautés. Voilà. David Abraham, Pourquoi la Terre s'est tue. J'enchaîne, je suis à côté. Je vois que Simon réfléchit encore un petit peu. Voilà, je te laisse encore quelques précieuses secondes. Oui, donc celui que je conseillerais, parce qu'il y en a plein en fait, mais ce serait, pour rester dans la thématique, la vie secrète des arbres. Peut-être que je massacre un petit peu le titre, voilà, qui est très très intéressant, qui permet là, vraiment une immersion sur le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Et quand on a fini de s'intéresser à ce sujet, on peut se poser la question de quelle définition on donne à l'intelligence, en fait. C'est quoi l'intelligence ? Et je trouve que c'est assez intéressant de faire ce pas de côté. Et en plus, on apprend des choses. Mais je ne dis pas plus pour ne pas spoiler. Simon, tu as quelque chose ?
Ouais, moi, je vais changer de registre. Je suis désolé. Moi, en fait, là, j'avais pas l'inspiration sur le moment. Puis il y a un truc qui m'est revenu, c'est la stratégie du choc de Naomi Klein. Voilà. Je vais pas vous détailler le truc, mais vous comprendrez mieux pourquoi on vous met des gifles à longueur d'année. Et ça permet aussi de se dire, qu'est-ce que je fais pour me réapproprier mon quotidien, en fait, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur les émotions, en fait, de rester maître de ces émotions, parce que en fait, la colère, elle est saine du moment qu'elle produit une action qui est positive derrière, en fait. Voilà. Et ça, c'est important de bien rester focus là-dessus pour pas se laisser emporter par tout un truc ultra anxiogène dans lequel on est, qui met dans un état émotionnel vraiment, mais c'est violent, en fait. Moi, je suis régulièrement face aux étudiants, là, et en fait, ils vont pas bien. Il y a combien de gens, y compris peut-être même dans cette salle, qui prennent des antidépresseurs, quoi. On est le premier consommateur dans le monde d'antidépresseurs, c'est pas rien. Donc là, il faut se ressortir de ce choc, se reparler les uns les autres, accepter de pas être d'accord et travailler ensemble. Voilà. Merci. Allez, qui se lance pour la première question dans la salle? Je fais le tour, que ce soit pour n'importe lequel des quatre. C'est toujours la première, parfois qu'elle a plus à déclencher, et une fois que c'est parti, en général, ça va. Allez, je suis là. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, je suis hyper émue parce que il y a l'allocratie qui est là. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui bosse dans une structure. Voilà. Il y a aussi de la coopérative. Donc, je me disais, est-ce que finalement, les nouvelles structures enfin nouvelles, pas classiques, les structures organisationnelles peu classiques ont ou auront peut-être plus d'impact. Et puis j'élargis aussi à l'impact social. Alors on a compris qu'au niveau interne, tout le monde est engagé, fait du mécénat de compétences, etc. Donc là, il n'y a rien d'innovant. Ouais, donc on a beaucoup parlé de transition écologique, mais je pense que l'impact social est très très important. Donc ma question, je n'exclus pas les startups, hein, mais est-ce que voilà, les structures organisationnelles un petit peu voilà, hors normes finalement n'auront pas plus d'impact? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez un impact social qui est plus fort que des structures traditionnelles? Merci. Simon, Martin, je ne sais pas qui va ou d'autres. Ouais, vous m'entendez? Ouais. C'est pas facile de répondre à votre question. Non, en fait, on n'est ni hors norme ni exceptionnel. On reste une société anonyme, coopérative d'intérêt collectif, certes, mais on est obligé de respecter les règles du jeu du monde dans lequel on habite. Hein, voilà. On se différencie surtout parce qu'on expérimente beaucoup. Il y a un taux de chute aussi dans ce qu'on expérimente. Hein. Il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que des réussites. C'est sûr que c'est plus simple de parler de ce qui a marché que de parler de ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on va avoir plus d'impact? L'avenir le dira. Mais en fait, c'est surtout, est-ce que chacun d'entre vous dans cette pièce se saisira de ce que nous, on a expérimenté pour le mettre en place chez lui, qui fera que ça marche ou que ça ne marche pas? C'est pas nous qui allons changer le monde, c'est le monde qui va se changer lui-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les humains. On ne change pas les autres, c'est eux qui se changent eux-mêmes. Donc c'est un peu la même chose pour les principes entrepreneuriaux. Et moi, j'ai l'espoir que ce qu'on a expérimenté intéresse d'autres qui se disent « Ah bah tiens, ils ont fait ça, bon, on ferait bien un peu pareil, mais pas exactement parce qu'on a besoin d'avoir notre sauce à nous. » Voilà, nous aussi, on fait un peu holacratie, mais pas totalement, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et puis, voilà, donc chacun sa sauce. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, enfin, à mon avis, c'est ayons le courage d'oser expérimenter et n'ayons pas peur d'échouer, surtout parce que, en fait, c'est vraiment pire de s'empêcher de faire parce qu'on a peur d'échouer plutôt que d'échouer, finalement. Martin, tu veux rebondir aussi? Ouais, quand je pense à impact, moi je pense à plein de niveaux, mais il y a le premier impact, c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise, en fait, de ce qui est proposé en termes de changement de posture, de prise d'autonomie, de travail sur le relationnel. En fait, ça m'outille non seulement pour mon travail, mais ça m'outille dans ma vie, en fait. Donc ça, c'est quand même un impact. Après, il y a l'impact de la performance de l'entreprise. Et pour moi, tout dirigeant qui serait un petit peu stratège, il fait en sorte de donner de l'autonomie et de la marge de manœuvre, de la créativité, un contexte de créativité à ses salariés et à faire éclater leur zone de talent.
Voilà, et y compris dans la possibilité d'avoir des parcours dans l'entreprise où finalement on se rend compte qu'il y a des choses, on découvre des compétences ou des savoir-faire ou des talents. Donc ça, c'est un deuxième impact. Et puis il y a l'impact de la transmission. Donc en effet, moi j'adore faire, je fais une sorte de communication. Ce qu'on me demande de faire comme communication, c'est plutôt une communication en mode témoignage, et où on ne me demande pas que de communiquer au moment où on a des super résultats, mais je communique aussi sur les process et sur les galères même. Voilà, bon, il y a des choses, des fois on n'est vraiment pas fier et c'est pas facile de les dire, mais et ça c'est super important. Et je communique sur cette quête. Je pense que ce qui réunit aussi, c'est ce souffle d'être... c'est vrai que c'est anxiogène, tout ce contexte, mais en fait, à partir du moment où je me mets en action, eh bien, ça dégage déjà une bonne partie de cette anxiété qui est vraiment encore pire quand je ne sais pas par où commencer, quoi. Voilà. Et donc, cette transmission, c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de dirigeants d'entreprises qui sont au bord de la bascule, mais qui ne savent pas trop. Et on essaye de contribuer à faire cet effet des multiplicateurs. Merci. Qui veut enchaîner? Bonjour, merci pour les interventions différentes. Je vais être concis. Vous avez partagé beaucoup d'expériences dans le monde professionnel. Je serais curieux de vous voir partager 2-3 tips, pour ceux qui veulent faire, de comment vous arrivez à influencer dans votre environnement proche ou particulier les gens à phosphorer, à se poser déjà les premières questions, comme en parlait tout à l'heure Paul. Alors, je vais essayer de ne pas me répéter, je vais essayer de dire autre chose. Clairement, je vais prendre un exemple tout simple. Je me suis formé à la fraise du climat et les premières personnes avec qui je l'ai fait, c'était mes collègues de promotion de l'IAE de Montpellier. Il y en avait évidemment de très différents. Il y en avait même un qui allait faire un tour du monde. Et clairement, je fais la fresque avec lui et je lui donne des éléments. Et j'ai vu de suite qu'il m'a dit « Mais Paul, je vais faire un tour du monde. Tu te doutes bien que je ne vais pas y aller en pirogue, quoi. Enfin, tu te doutes bien que je vais prendre l'avion. » Je dis « Oui, mais mais moi, je ne veux pas te faire culpabiliser. » Il y a ce côté aussi de ne pas faire culpabiliser pour faire changer les gens. Et donc, cette phrase du climat, après, il m'a envoyé une photo de l'Opéra de Sydney. Il m'a dit « Oh là, que c'était long en pirogue. » Donc voilà, ça m'a bien fait rire, mais je me suis dit, au moins, il a compris quelque chose. Voilà, il a pris l'avion, bien sûr, mais au moins, en prenant l'avion, il s'est dit, bon, je sais quel impact il a. Et autrement, j'ai fait aussi une fraise du climat dans ma famille, sachant que ma famille est à 80% issue du milieu aéronautique. Je suis toulousain et mes parents et même mon oncle et tante ont tous bossé à Airbus pendant plus de 20 ans. Et clairement, je suis un peu à part. Et clairement, je suis arrivé à faire une fraise du climat. Voilà, clairement, j'ai essayé de ne pas les faire culpabiliser et surtout leur dire, je vous donne des éléments. Encore, voilà, je me répète, mais il y a ce côté peut-être que je n'ai pas parlé avant, mais de dire aussi, chacun va bouger à sa façon. On connaît les impacts, et maintenant les impacts de plein de choses, on les connaît, mais il y a souvent ce côté aussi de dire, mon impact à moi, donc pour calculer son empreinte carbone, nos gestes climat, si vous connaissez, de se dire aussi, il ne faut pas arriver à dire, oh là là, regardez, les entreprises ou l'État, ils ne bougent pas. Parce que sinon, on rentre dans quelque chose qu'on connaît bien dans le milieu, mais peut-être que intéressant à savoir, le triangle de l'inaction. De se dire, il y a les citoyens, l'État et il y a les entreprises, et chacun va se renvoyer la balle. Et alors là, je peux vous sortir, enfin même vous pouvez sortir un nombre de phrases incalculables qu'on entend au repas de Noël sur c'est pas ma faute, c'est l'autre, et je renvoie la balle. Il y a ce côté de dire, on est tous acteurs, les trois doivent bouger, les trois parties prenantes doivent bouger à des échelles, à des engrenages très différents, avec certains qui vont démarrer très vite et d'autres, la machine va être beaucoup plus dure à faire bouger. Mais de se dire qu'on est tous responsables et on doit tous bouger, peut-être pas en même temps, mais en tout cas, on doit tous mettre une force pour faire bouger l'engrenage. Et clairement, après, de se dire, dès qu'on aura fait le plus dur, l'engrenage va entraîner d'autres choses et on espère fera changer les choses. Voilà. Donc je dirais ne pas faire culpabiliser et aussi de se dire on est tous responsables, il faut tous mettre la main à la pâte. Et peut-être un élément moi, que j'aimerais partager aussi, avoir conscience que c'est plus difficile dans la vie personnelle pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez plus d'enjeux, vous avez plus à perdre. En fait, moi je donne toujours cet exemple, hein. Moi c'est mon quotidien professionnel que de faire ça. Quand je vais animer des formations, mettre des grandes baffes à des gens, leur expliquer où on en est, etc. En fait c'est facile, et si on s'engueule, au pire je les revois plus le lendemain. Quand je vais le faire avec mes beaux-parents, c'est pas la même en fait. Et donc ouais, il y a un enjeu qui est plus fort, donc vu qu'il y a plus à perdre, c'est plus compliqué, et l'avoir en lucidité et s'en
rendre compte, déjà ça veut dire ok, comment on va avancer, et parfois se satisfaire en effet de la petite photo qui est envoyée et dire ah, c'était long en pirogue. En effet, c'est que le message était peut-être un peu passé. Quelqu'un veut rebondir encore? Ouais, moi, il y a un type qui me vient, c'est rayonner. Rayonner, éclatez-vous dans vos choix et partagez votre expérience. Et partager, moi j'ai cet élan de cette quête et je partage cette quête, je partage et moins je partage et en même temps il y a des choses que je partage pas du tout. Par exemple, je me souviens d'un jour où je prends le moins souvent ma voiture possible et au début de ma vie professionnelle, j'étais dans un petit village, je bossais juste à côté, je prenais jamais ma caisse. Et un jour, il y a quelqu'un qui voit que j'ai une voiture et du coup il me dit mais c'est pas, t'as une voiture toi? Je te vois jamais en voiture. Et en fait, cette personne-là, au fur et à mesure qu'elle me voyait dans mes choix de vie, eh ben, elle me posait des questions. Mais jamais je lui ai dit « Ah, c'est trop cool le vélo, ah, enfin, je lui ai jamais dit comme ça. Mais elle voyait bien que je kiffais à faire du vélo. Elle voyait bien que dans tous mes choix de vie, en fait, je trace la vie que j'ai envie d'avoir, même si des fois c'est à contre-courant et que c'est quand même pas si simple que ça. Ouais, un type, je pense que ça peut être ça. Et puis aussi d'être capable d'expliquer quand même un certain nombre de choses ou voilà. Mais le premier, c'est quand même ça, c'est éclatez-vous dans vos choix. Et justement, par rapport au travail, si je peux me permettre, parce que moi, je crois que je sais que j'avais envie d'être en face d'un public jeune parce que je passe, comme la plupart des gens, la moitié de mon temps de veille. On a 24 heures dans la nuit. Si on dort 7 ou 8 heures, il nous reste 16 heures. J'en passe 8 par jour au boulot. Putain, mais je ne peux pas me permettre d'être dans un travail qui soit à l'antithèse de mes valeurs. J'ai pas assez de temps de vie, c'est juste pas possible. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon métier parce que j'ai eu la chance d'être dans l'environnement familial dans lequel j'étais. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Donc, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, mais autant que faire se peut, ben voilà, c'est ce temps de travail. Bon, déjà, je trouve que je travaille trop. J'aimerais bien passer beaucoup moins de temps que 8 heures de mon temps de veille à travailler, mais ça dépend ce que c'est. Un travail, au bout d'un moment, si vraiment je me réalise dans mon travail, c'est plus vraiment un travail, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Choisissez vos contextes de travail si possible. Et dernier truc, j'ai toujours cette hésitation entre aller dans des contextes de travail favorables où vous pourrez trouver des conditions super chouettes pour vous épanouir en tant que salarié. Et je me souviens toujours, quand j'ai fini mes études de biologie, on a eu des gens qui me disaient allez aussi croiser le fer dans les endroits où il faut faire changer les choses. Eh ben, balèze. Franchement, moi, j'ai plutôt pris une voie autre que ça et j'admire les gens qui sont dans les endroits où ils doivent se battre contre vent et marée pour rayonner leurs valeurs humanistes, quoi. Mais bon, il faut le faire quand même, je crois. Il faut du monde partout. Ouais. Une autre question, je crois qu'il y avait là-bas. Hop. Merci pour vos témoignages. Même si on rayonne dans ses choix personnels, qu'on est dans une super structure engagée, et je vous admire, parfois c'est pas facile, notamment à cause de tous les vents contraires et des choses qu'on ne contrôle pas, qui nous arrivent au niveau de la conjoncture, du géopolitique. Comment faites-vous pour garder le cap ? Et qui se lance? Alors, en 3 lettres. FOI. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas de secret en fait. Il y a un moment, il faut y croire. Ça s'appelle le saut de la foi. Et tant pis en fait. Tant pis si je pensais que je pouvais voler et que je vole pas. De toute façon, soyons réalistes, on va tous finir par mourir un jour. Voilà. Bon, c'est un peu extrême comme réponse. Je suis désolé, mais voilà. En tout cas, moi, c'est la mienne. Et je dis, en fait, si on n'y croit pas, on ne peut pas avoir cet effet d'entraînement. On ne va pas pouvoir traverser le mur qu'on est en train de se prendre. Ah, voilà. Donc, il faut aussi espérer que quelque part, la physique quantique nous aide et que, voilà, on peut inventer tout un tas de stratagèmes pour se dire, si, ça va marcher. Bon, il y a un moment, il faut aussi avoir un petit principe de réalité. Mais bon, nous, franchement, on se prend des crises tous les 2-3 ans dans le secteur des renouvelables et particulièrement chez Enercop, on se prend des revirements de marché. C'est un coût stratosphérique à 3 000 € le mégawattheure. 2 ans plus tard, c'est des prix négatifs sur les marchés. On ne comprend même pas ce qu'est un prix négatif sur un marché. Depuis quand des producteurs doivent payer pour que quelqu'un leur prenne leur... Enfin, allô. Voilà, donc comment on fait pour traverser ça ?
Et en fait, ce que j'appelle la foi, finalement, c'est qu'est-ce qui nous rassemble autour d'un projet commun et la confiance que nous accordent les gens sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui tient, parce que sans eux, on n'existe pas, et que c'est aussi la leur. Voilà, c'est cette espèce de truc collectif qui fait que ouais, c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Voilà. Et moi, je les remercie parce que ils ont la foi aussi. Fabienne, comment on garde la foi d'un numérique responsable avec l'explosion de l'IA? Alors, comment on fait? En fait, si tu veux, ce qu'il y a d'important, c'est que nous, on fait la différence entre le cap qu'on garde assez loin, assez distant pour pas le perdre, et après, c'est la question de la trajectoire. Et la trajectoire, un petit peu, vraiment, moi, je compare souvent ça à mettre une adresse dans le GPS, et ensuite, en fonction de ce qui arrive sur le chemin, tu vas pouvoir accélérer à des moments, surtout penser à ralentir à d'autres, tu vas peut-être prendre des chemins de traverse. Voilà. Et ça, c'est vraiment en étant très, très connecté à ce qui se passe autour. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas être, en tout cas, on essaye de ne pas être auto-centré en tant qu'entreprise, mais d'être très connecté à notre écosystème, à ce qui se passe pour pouvoir en permanence se remettre en question. La remise en question, c'est quelque chose qui va être très très vrai à titre individuel, à titre d'équipe. En tout cas, chez nous, on cultive beaucoup ça. Et de réviser, et d'ajuster, et d'avoir finalement cette approche pas après pas, et sans oublier le cap. Donc voilà, là, il y a l'IA qui arrive à fond. Nos clients nous disent, mais alors, comment moi je peux utiliser l'IA? On va essayer de le faire, mais en se posant plein de questions. Et donc, ouvrir, après, c'est que des choses qu'on a partagées depuis le début, c'est des espaces de dialogue, c'est développer la capacité à écouter, à capter le moment où la personne elle va être réceptive, trouver la bonne façon de lui parler. Ça, c'était par rapport aux tips de tout à l'heure. Et donc, on va réviser tous ensemble le prochain pas qu'on est capable de faire et qui nous paraît être le meilleur. Après, on peut se tromper, on accepte aussi que c'est la réalité. On révise, on recommence. Et par contre, il y a des choses qui sont très fondamentales. Et quand on parle du socle de valeurs, ça, ce n'est pas des choses qu'on révise. Il y a des choses qui sont plus ou moins discutables. Donc, les choses pas discutables, elles sont là, elles sont inhérentes, elles font partie de l'ADN de l'entreprise. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut réviser à différentes échelles. Voilà, pour préciser. Alors, du coup, j'ai envie de vous proposer un petit moment pour finir. J'ai envie de vous inviter à vous retourner vers la personne que vous ne connaissez pas derrière vous. Ne parlez pas avec votre voisin que vous connaissez. Et on va se prendre 2 minutes là. Retournez-vous vers la personne. Enfin, si vous ne connaissez pas votre voisin, vous pouvez le faire avec votre voisin. Mais si vous connaissez, ça ne marche pas. Retournez-vous. On va se prendre 2 minutes là. Moi, ce qui m'a marqué là sur ce temps d'échange un petit peu, et que vous puissiez aussi vous lier. On parle de rencontres, on parle de liens. Enfin, commençons par nous. Commençons par se l'appliquer un petit peu. Donc, reliez-vous avec la personne que vous avez derrière vous dessus. Vous pouvez le faire aussi, vous là. Voilà, se prendre 2 minutes, chacun son tour, un petit moment. Qu'est-ce qui m'a marqué un peu sur ce temps d'échange et qu'on puisse échanger ensemble. Je vous laisse en autonomie faire des binômes, trinômes s'il y a besoin.